Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast, le podcast qui te parle de préparation physique pour l'escalade. Je suis Léo, ton hôte, et aujourd'hui on est parti pour le flash numéro 10. Alors l'édition flash, pour celles et ceux qui nous rejoindraient, c'est un format plus court dans lequel je suis tout seul et je parle d'un seul sujet en particulier. Et aujourd'hui, le flash numéro 10 va porter sur la puissance bras et le RF des bras. Donc, dans un premier temps, je voulais vous remercier pour tous vos retours, que ce soit sur le dernier podcast, le numéro 9, pour tout ce qui était un peu qualité du montage, etc. sur YouTube. Voilà, je fais un petit effort sur le montage cette fois-ci et ça a l'air de vous avoir vraiment plu. Donc, je vais continuer à l'avenir, je vais essayer de faire ça de mieux en mieux, quitte à ce que l'épisode mette un peu plus de temps à sortir, mais c'est plus une question d'organisation. Donc là, pour le coup, j'ai pas trop d'excuses et voilà, je vais essayer de faire ça vraiment bien pour toujours vous amener du contenu de meilleure qualité, tout simplement. Ensuite, je voulais vous remercier également celles et ceux qui commencent à réserver des appels via le lien qui est dans ma bio Instagram pour commencer un suivi en coaching. C'est hyper intéressant parce que du coup j'ai changé un peu mon système d'acquisition et donc si vous hésitez encore à vous dire est-ce que le coaching c'est fait pour moi ou pas, je vous invite à réserver un appel totalement gratuit via le lien qui est disponible dans ma bio Instagram et du coup je vous enverrai toutes les informations suite à ça. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ça, vous m'envoyez go en DM sur Instagram et j'en profiterai pour tout vous expliquer à ce moment-là. On est parti du coup pour le sommaire. Dans un premier temps, je vais faire la définition purement scientifique de qu'est-ce que c'est la puissance, qu'est-ce que c'est le RFD. Ensuite, on passera sur comment se tester, des tests scientifiques et des tests de terrain. Hyper important parce que j'imagine que tout le monde n'a pas accès à 10 000 matériels scientifiques chez soi et le but c'est aussi que ce soit des conseils qui soient applicables par la plupart des grimpeurs tout simplement. Donc ensuite, après comment se tester, on verra comment s'entraîner. Donc une fois qu'on s'est testé et qu'on a vu qu'on avait éventuellement un point faible ou une lacune à combler, comment s'entraîner, logique. Donc là, je vous présenterai deux protocoles. Un protocole de puissance en traction, donc pour augmenter sa puissance max, et un protocole pour augmenter son endurance de puissance. Et du coup, je reviendrai sur cette notion à ce moment-là. Ensuite, je vais parler aussi brièvement d'un petit protocole pour le RFD. Important aussi de savoir si vous avez besoin de RFD au niveau des bras. Donc ça va être votre explosivité des bras, tout simplement. Et après, du coup, je reparlerai un peu des antagonistes parce que y a aussi une notion de puissance sur les antagonistes. Et ensuite, je passerai à la partie réponse aux questions. Vous avez été nombreux, comme d'habitude, à me poser des questions sur Instagram dans la story dédiée. Si jamais, vous pouvez aussi me les poser en message privé sur Instagram. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre la story pour me poser les questions. Si, suite à l'écoute de ce podcast, j'annonce le sujet du podcast suivant, et que vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, que vous aimeriez voir traité dans le podcast, vous avez juste à m'envoyer un message sur Instagram pour en parler, tout simplement. Donc on est parti tout simplement pour la définition de la puissance et du RFD. Alors du coup, la puissance, c'est force fois vitesse. Donc la puissance s'exprime en watts et l'idée ça va être de déterminer la force et la vitesse via des tests de terrain ou des tests scientifiques. Donc la force ça va être assez facile, ça va être votre poids de corps plus un lest éventuel ou éventuellement délesté d'une certaine charge. Mais là souvent en délesté c'est compliqué parce que même avec une poulie le délestage n'est pas forcément hyper linéaire, etc. Mais par contre pour le lesté c'est assez fiable. Et ensuite du coup le RFD ça s'exprime en newton par seconde. Et l'idée en fait ça va être votre taux de montée en force sans forcément qu'il y ait un déplacement. Pour avoir de la puissance, il faut qu'il y ait un déplacement, donc une force fois une vitesse, et pour qu'il y ait une vitesse, il faut qu'il y ait un déplacement sur une amplitude. Par contre, pour du RFD, par exemple, ça peut se faire en blocage à 90, en forçant le plus vite possible, et en ayant le bras qui reste à 90 degrés, donc en isométrie. Ça, c'est hyper important en fait de faire la différence entre les deux, parce que la puissance et l'explosivité, du coup, c'est deux qualités complètement distinctes, et on peut être très puissant et peu explosif, et l'inverse aussi, on peut être très explosif et peu puissant. Du coup, l'idée, maintenant qu'on a défini ça, c'est comment on va se tester sur le terrain. Alors sur le terrain, vous avez deux tests qui sont possibles. Le premier test, le profil force-vitesse. Donc voilà, le profil force-vitesse, c'est vraiment faire une montée en gamme sur du lesté, sur des tractions. Donc là, c'est important de les réaliser en cluster pour que ce soit le plus fiable possible, donc d'avoir vraiment que la concentrique avec une intention de vitesse maximale, ça je le redis, et c'est hyper important pour le test de force-vitesse, d'établir son profil force-vitesse sur les tractions. Et pour ça, du coup, vous pouvez utiliser un capteur qu'on appelle un transducteur linéaire comme un Vitruve. Alors après, c'est clair que si vous vous entraînez juste pour votre plaisir personnel, etc., ça fait un investissement et c'est pas forcément très utile. Vous pouvez également le faire sur une smartboard si vous avez accès à une smartboard dans votre salle, parce qu'en fait la smartboard elle va mesurer votre puissance et via un simple produit en croix,
En fait, on sait que puissance, c'est force fois vitesse. Donc vitesse égale puissance divisée par force. Et la force, on la connaît, c'est votre poids de corps plus le lest multiplié par G, donc la gravité, fois 9,81 pour arrondir. Donc en fait, via quelques simples produits en croix, il est possible en fait de faire son propre profil force-vitesse juste avec une smartboard. Mais bon, après voilà, ça demande un peu de connaissances, c'est un peu fastidieux, etc. Mais l'idée pour un profil force-vitesse, c'est qu'il faut avoir au moins 4 points, c'est-à-dire par exemple une série au poids de corps, une série avec 10 kg de lest, 20 kg de lest, 30 kg de lest, et après en fait ça vous permet de tracer une droite et vous allez voir en fait que votre force augmente si votre vitesse diminue. C'est-à-dire que plus la charge est lourde sur votre traction, pour n'importe quel exercice de musculation en général, plus la vitesse à laquelle vous êtes capable de développer cette charge, elle va diminuer. Et donc du coup, c'est une relation qui est complètement linéaire. Si vous tracez la droite, c'est vraiment linéaire. Et pour le coup, c'est très prédictible, c'est-à-dire que vraiment, c'est très rare les cassures dans cette droite. Et si jamais il y a des cassures dans cette droite, ça peut être un axe d'entraînement. Par exemple, si vous voyez qu'au poids de corps, vous êtes très rapide, puis à 10 kg, vous vous écroulez, et par contre, de 10, 20, 30, c'est assez stable, ça veut dire que potentiellement, vous avez plus un profil puissance qu'un profil force. Enfin voilà, après, vous pouvez établir ça si vous avez un profil force, un profil puissance, etc. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut travailler. Mais pour pas vous prendre la tête, rappelez-vous que la puissance, du coup, c'est force fois vitesse. Donc plus vous êtes fort, plus vous êtes puissant, même si vous restez à la même vitesse. Et donc l'idée, en fait, c'est dans un premier temps de ne pas brûler les étapes, c'est-à-dire de d'abord travailler sa force, puis une fois que vous avez atteint un certain palier de force, souvent dans les podcasts, je dis le fameux 1,75 en termes de ratio, que ce soit pour les suspensions, les tractions, etc. Ça, c'est vraiment un palier de force où, une fois que vous avez atteint ça, c'est vraiment un goal à atteindre qui est assez élevé. Mais je pense que déjà, si vous avez 1,5 de ratio sur les tractions, par exemple, vous avez un bon niveau de force. C'est pas non plus un niveau exceptionnel pour un grimpeur, je parle, ou pour une grimpeuse. Mais c'est un très bon niveau de force et à partir de là, vous pouvez déjà commencer à travailler votre puissance parce que ça peut déjà devenir un facteur limitant dans votre grimpe et vous pouvez déjà avoir des gains beaucoup plus rapides en travaillant la puissance spécifiquement plutôt qu'en travaillant votre force à côté. Bien que la force doit rester la priorité la plupart du temps tant que vous n'avez pas atteint ces fameux standards de force. Et une fois que vous les avez atteints, là, c'est beaucoup plus rentable selon moi en termes d'investissement, temps et énergie investis sur retour sur investissement dans votre pratique et les gains que vous pouvez faire très concrètement sur votre pratique en grammes tout simplement. C'est-à-dire que passer de 1,6 de ratio à 1,7 de ratio, ça va peut-être vous demander un cycle de développement complet, des séances difficiles, etc. Alors que gagner 200 watts sur une traction, peut-être qu'en 2 semaines, voire 3 semaines d'entraînement, c'est possible si vous êtes débutant en entraînement de puissance. Donc vraiment, il y a des très gros gains à faire en très peu de temps. Donc l'idée, maintenant qu'on sait ça et qu'on sait comment le tester, on va dire sur le terrain avec du matériel scientifique, comment est-ce qu'on peut le tester sans matériel scientifique, on va dire. Et là, le test, il est un peu plus rudimentaire. Il vous faut tout simplement une latte de Panguliche qui est vraiment back. Et ce que vous allez faire, c'est faire un test de ce qu'on appelle de arm slap. C'est-à-dire que vous allez faire un double jeté avec les mains et vous allez taper le plus haut possible sur le pan. Vraiment juste dans l'optique de taper le plus haut possible et pas d'attraper la latte le plus haut possible. Et si possible, vous mettez pas mal de magnésie sur les mains, comme ça vous avez vraiment la trace de là où vous avez mis vos mains et vous mesurez en fait la distance tout simplement entre le haut de la latte et le haut de votre main et ça vous permet d'avoir un repère de progression pour votre puissance parce qu'en théorie plus vous êtes puissant, plus vous êtes capable d'aller taper haut avec les deux mains sur un double jeté. Donc voilà, un test de terrain très pratique. Après, pour ce test de terrain là, ce qui est compliqué c'est que imaginons que vous ayez une grande allonge, si vous faites 60 cm de slap, de distance de slap, c'est pas du tout pareil si vous avez 2 mètres d'allonge et si vous avez 1,80 m d'allonge. Donc c'est moins prédictible de la performance, mais par contre ce qui est sûr c'est que si vous augmentez cette distance de cycle en cycle et d'année en année, vous allez forcément progresser en puissance. Donc voilà, c'est un peu à nuancer, mais ça reste un très bon test selon moi pour tester sa puissance de manière très empirique, on va dire, et sans matériel scientifique. Ensuite, il y a un point que j'ai pas mentionné, c'est l'endurance de puissance. Alors l'endurance de puissance, comment la tester et d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc l'endurance de puissance, c'est vraiment votre capacité à maintenir une vitesse élevée au fil des répétitions. Et ça, c'est hyper important et c'est selon moi le plus gros facteur discriminant entre deux grimpeurs pour tout ce qui est puissance bras, qualité de prépa physique en général, outre ce qui est force doigt et toutes les qualités qui touchent au doigt. Pour moi, le deuxième facteur le plus limitant entre les grimpeurs, c'est l'endurance de puissance, à force égale bien sûr. C'est clair que si vous avez un ratio de 1,75 en traction, il y a de très grandes chances que vous soyez bien meilleur qu'un grimpeur qui a que 1,2 par exemple. Mais par contre, à ratio de force égale, si vous avez une meilleure endurance de puissance,
souvent vous allez être un meilleur grimpeur que votre homologue qui n'a pas la même endurance de puissance. Et du coup, l'endurance de puissance, c'est votre capacité à maintenir une vitesse élevée sur beaucoup de répétitions. Et là, du coup, pour le tester de manière purement scientifique, vous restez sur votre smartboard ou avec votre Vitruve sur une barre de traction et vous allez essayer de faire le maximum de traction en cluster jusqu'à l'échec tout simplement. Et vous allez voir à quelle vitesse, la vitesse de décroissance de votre vitesse d'exécution tout simplement. Et si vous mettez par exemple 3 reps avant de vous écrouler ou 10 reps, vous êtes encore proche de votre vitesse max, là je peux vous assurer qu'en termes de retour sur le mur, en termes de transfert, ça n'aura rien à voir dans votre pratique parce que si on fait un schéma, si vous vous écroulez en puissance à la 4e rep en traction, c'est comme si en fait dans un bloc ou dans une voie dure, dès qu'il y a plus que 3 moves qui demandent un peu de puissance, le 4e move, vous n'avez plus l'énergie pour le faire. Et ça, souvent, c'est un gros facteur limitant, notamment des grimpeurs qui ont une très bonne résie au niveau des doigts. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de tenir très longtemps au niveau des doigts, etc. Force critique, ils sont vraiment affûtés au niveau des doigts. Mais par contre, s'il y a un crux un peu physique, où il y a quelques moves qui s'enchaînent un peu en puissance comme ça, où il faut vraiment tirer fort sur les bras, peut-être qu'en fait, vous sentez que vous avez la batterie faible d'un coup et que vous n'arrivez plus à tracter, bien que vos doigts ne soient pas forcément daubés. Là, pour le coup, c'est que vous manquez d'endurance de puissance. Et c'est une qualité qui, selon moi, est extrêmement discriminante, surtout dans le haut niveau. Et si vous faites de la compétition, entre deux compétiteurs qui ont à peu près tous les mêmes niveaux de force, arriver à un certain niveau bien sûr, pour qu'il y ait une certaine sélection, franchement, si vous avez un compétiteur qui a par exemple 10 reps d'endurance de puissance et l'autre qui en a que 3 ou 4, ça fait une différence énorme parce que ça joue aussi sur les vitesses de récupération entre les blocs, entre les essais, etc. Donc franchement, c'est un facteur qui selon moi est hyper indicateur du niveau de performance en général d'un grimpeur et aussi de votre niveau de fitness, parce que si vous vous êtes déjà testé par le passé, vous pouvez savoir en fait que si votre niveau de fitness maximal c'était 12 reps d'endurance de puissance, et c'est vrai que je dis 12 reps et je dis à partir du moment où ça commence à diminuer en vitesse, mais d'un point de vue purement scientifique, c'est quand votre vitesse diminue de plus de 20%. Donc si vous tractez et vous êtes à 1 mètre par seconde en vitesse max, si vous descendez en dessous de 0,8 mètres par seconde, là du coup vous êtes à l'échec de puissance. Et donc on peut considérer que le test d'endurance de puissance s'arrête si jamais vous avez un capteur et que vous avez 2 reps d'affilée qui sont à moins de 80% de votre vitesse max. Par contre, si vous n'avez pas de capteur, je pense allez quand même à l'échec, vous vous filmez et vous regardez à partir de quelle répétition vous commencez à craquer. Et souvent c'est très visuel, et vraiment la vitesse de fermeture des bras, elle diminue de manière vraiment régulière de rep en rep. Et souvent, il y a aussi quelques reps, souvent c'est les 3, 4, 5 premières, où vous n'allez quasiment pas perdre de vitesse, voire même peut-être accélérer. Souvent, la 3e ou la 2e rep est meilleure que la première, parce que votre système nerveux il s'active un peu, et vous vous mettez vraiment à fond dans l'exercice. Mais voilà, après ça, c'est des précisions de terrain. Mais pour un coach, en tant que coach, c'est des choses que j'observe et qui sont hyper intéressantes à observer. Donc là, j'ai parlé du test de puissance max. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire, oui, mais avec le profil force-vitesse, tu vas pas vraiment être à ta puissance max, ou alors ta puissance max, elle est au poids de corps. Mais en fait, du coup, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez tracer la courbe prédictive, et en fait, vous allez voir que votre vitesse max, elle est atteinte, votre puissance max, elle est souvent atteinte à un peu moins que votre poids de corps. Alors, souvent, ça va être, ça dépend des personnes, mais c'est à peu près 50% de votre RM. Ça veut dire que si vous pesez 50 kg et que vous avez une traction lestée à 50 kg, donc vous avez 2 de ratio en traction, souvent votre puissance max, elle sera développée à 50 kg, donc à votre poids de corps. Donc là, vous savez que vous êtes vraiment royal en termes de capacité physique, parce que à votre poids de corps, c'est là où vous avez la vitesse maximale, donc vous êtes sûr en fait d'être hyper performant avec votre poids de corps et dans tout ce qui est rapport poids-puissance, etc. Mais voilà, par contre, imaginons vous pesez 70 kg, vous avez une traction lestée à 30 kg, là votre max c'est aussi, votre vitesse max théorique est aussi atteinte à 50 kg, sauf que du coup il faut que vous vous délestiez de 20 kg. Et là c'est beaucoup plus compliqué, et sur le mur, comment se délester de 20 kg, à part avec de la coordination du keeping des jambes, et vraiment utiliser tout le momentum pour se délester à un petit instant clé, ça peut être efficace. Par contre, si c'est purement sur des blocages, etc., où il faut juste fermer le bras et vous êtes assez statique, là pour le coup, c'est très très dur de se délester, si ce n'est en mettant un petit à-coup au niveau des hanches, etc. Voilà, il y a des stratégies de compensation qui existent, mais vous voyez que pour un même max théorique qui est de 100 kg, une personne qui pèse 50 kg et une personne qui pèse 70, c'est pas du tout le même rendu en termes de puissance, parce que du coup il y a ce facteur de vitesse max au poids de corps. Donc voilà, je me perds un peu sur les explications parce qu'au final c'est un sujet qui est assez complexe scientifiquement parlant, et on m'a demandé à plein de reprises dans les podcasts de vulgariser un peu plus, mais voilà, en gros pour vulgariser, vous pouvez connaître votre puissance max en faisant un test de profil force-vitesse avec
un Vitruve ou une Smartboard. Sinon, juste avec un double arm slap, donc vraiment vous mettez sur une grosse latte de Panguliche, il faut vraiment que ce soit un back et vous envoyez le plus haut possible avec vos mains pour taper le plus haut possible. N'essayez pas de vous raccrocher à une latte, c'est hyper dangereux parce que du coup ça met un gros stress sur les poulies. Donc juste vous allez taper le plus haut possible et si possible vous mettez pas mal de magnésie sur les mains pour faire une trace et après pouvoir mesurer la distance. Voilà, donc tout simplement. Et donc du coup, pour le test d'endurance de puissance, pour résumer, c'est juste maximum de répétitions au poids de corps, parce que souvent, à moins que vous ayez plus que 2 de ratio, votre poids de corps, ce sera le minimum de lest que vous pouvez mettre sans avoir besoin de vous délester. Et si vous n'avez pas de quoi vous délester, un vrai système de poulie, etc., ça peut être très vite compliqué, parce qu'avec un élastique, vous êtes beaucoup plus délesté en bas du mouvement qu'en haut du mouvement, donc ça fausse un peu les données. Donc faites-le au poids de corps, ce sera beaucoup plus simple. Maximum de répétitions en cluster, vous vous filmez et vous regardez à partir de combien de répétitions vous commencez à décroître en termes de vitesse et dès que vous avez 2 reps d'affilée qui sont visuellement plus lentes, vous vous dites ok, mon endurance de puissance, j'ai commencé à décroître de la rep 6 à la rep 8, ok, votre endurance de puissance c'est 6 reps et vous savez que c'est une métrique que vous pouvez traquer dans le temps comme ça de cycle en cycle, donc c'est hyper intéressant selon moi. Ensuite, du coup, j'ai pas parlé du test de RFD. Alors ça, pour le coup, le RFD, si vous avez un capteur de force, donc un Tindeck ou une Smartboard, vous avez juste à tracter le plus vite possible avec le bras à 90 degrés pour avoir les meilleurs leviers biomécaniques et voir en fait votre taux de montée en force, du coup, votre fameux score en newton par seconde. Et là, pour le coup, j'ai pas de référence à vous donner dans le sens où déjà, souvent, les fréquences d'acquisition sont trop faibles pour pouvoir faire des statistiques qui sont fiables. Mais voilà, en fait, plus ce chiffre est élevé, mieux c'est. C'est-à-dire que si vous faites 3 ou 4 fois le test d'affilée, vous pouvez faire une moyenne de tous les scores et dire, ok, là, mon RF des bras, il est de 1500 newtons par seconde. Si dans 2 ans, il est à 3000, c'est que j'ai progressé. Même si, au pire, même si c'est pas 3000 newtons par seconde réel, si vous mesurez tout le temps avec le même capteur et que le capteur a la même fréquence d'acquisition et que vous faites la moyenne de plusieurs tests, en fait, ça permet de lisser et juste de voir que vous avez une progression, même si la valeur en elle-même n'est pas hyper fiable, on va dire. Donc ça reste intéressant. Et par contre, du coup, si vous n'avez pas de capteur de force, donc ce qui est la plupart du temps le cas, vous allez juste en fait essayer de sauter à un bras sur une barre de traction et d'attraper la barre et de rester bloqué à 90 degrés. Donc moi j'appelle ça du jump and catch en fait, donc c'est sauter et attraper en français clairement. Donc vous sautez, vous attrapez la barre et il ne faut pas que vous ressentiez l'excentrique. C'est-à-dire que quand vous accrochez à la barre, vous faites l'action de tracter un peu, ce qui fait qu'en fait vous allez juste rester en blocage à 90 et vous essayez de tenir 2-3 secondes pour voir si vous ne mangez pas d'excentrique justement. Et selon moi ce test de terrain là il est très facile à mettre en place et si vous encaissez l'excentrique, en fait vous savez que vous manquez de RF des bras de manière très simple. Après bien sûr ça dépend du niveau etc. Mais selon moi c'est un test de terrain qui peut se faire très facilement, ça peut se faire à 2 bras aussi pour les débutants qui ont du mal en traction, ça peut être, mais après voilà, si vous avez du mal en traction, ça revient à tout ce que je disais avant, tester son RF des bras quand vous n'arrivez pas à faire 10 tractions au poids de corps, c'est pas du tout intéressant et ça devrait pas du tout être la priorité. Mais ça peut se faire, de le faire à 2 bras aussi, éventuellement en retour de blessure pour rééduquer aussi un peu l'explosivité. Donc voilà. Donc là j'ai un peu tout dit au niveau des tests, c'était un peu long, mais je pense que c'était important de tout préciser. Donc je refais un résumé rapide, 3 tests possibles, soit profil force-vitesse, donc avec une montée en gamme progressive sur des tractions lestées, sur un capteur, soit une Smartboard, soit avec un Vitruve, donc qui est un transducteur linéaire. Ou sinon, vous faites le test du double arm slap, où juste vous chopez un back sur votre Panguliche et vous essayez de lancer le plus haut possible les bras. Et je sais plus si je l'ai précisé, mais pour tous ces tests ça me paraît évident, mais comme on teste tout ce qui est qualité des bras, on évite au maximum de rajouter de la coordination des jambes pour se délester. Donc si possible, pas de balancier avec les jambes pour s'aider. Donc vraiment, juste vous gardez les jambes croisées sur le Panguliche, vous envoyez le plus fort possible, vous tapez et vous regardez à quelle hauteur vous allez taper. Et pour le test d'endurance de puissance, maximum de reps au poids de corps. Et dès que vous avez 2 répétitions à la suite qui commencent à vraiment décliner, vous arrêtez le test tout simplement. Et ensuite, pour le test de RFD, vous sautez à un bras sur une barre de traction. Si vous avez déjà un certain niveau, bien sûr, je précise, si vous ne tenez pas le blocage d'un bras de manière statique, n'allez pas faire ce test de RFD parce que vous savez que vous n'allez pas tenir tout simplement. Mais si vous avez déjà le blocage d'un bras de manière assez solide, on va dire, donc entre 3 et 5 secondes, là vous pouvez faire le test, il n'y aura pas de danger normalement. Et donc vous sautez sur la barre, vous tenez la barre tout simplement, et si pendant 2-3 secondes vous arrivez à tenir sans avoir l'excentrique, c'est que vous avez largement assez de RFD au niveau des bras. Donc ensuite, comment s'entraîner ? Donc en fait, si vous arrivez à la conclusion que soit vous manquez de puissance max,
soit d'endurance de puissance, ou soit de RFD, comment s'entraîner. Donc si vous manquez de puissance max, moi je vous propose un protocole qui est les tractions en contraste de charge. Donc j'en ai parlé dans le podcast précédent, mais selon moi le contraste de charge c'est hyper intéressant, c'est-à-dire par exemple faire 3 répétitions lourdes, puis 3 à 5 répétitions légères, on va dire, jusqu'à l'échec de puissance si vous avez un capteur de puissance. Ça permet en fait de stimuler toutes les unités motrices en termes de système nerveux, etc. Et souvent les répétitions lourdes servent aussi de potentiation, donc vous allez être capable de développer plus de vitesse que si vous allez être capable de développer plus de vitesse au poids de corps que si vous n'aviez pas fait les répétitions lourdes juste avant. Donc selon moi, ce genre de protocole, c'est hyper intéressant. Et ne vous prenez pas la tête avec les nombres de séries, la charge, les reps, etc. Dites-vous juste que vous faites 3 répétitions en traction lestée avec un 5 RM. Donc en gros, vous avez à peu près 2 répétitions en réserve à chaque série. Entre 3 et 5 séries. Et ensuite, pour les répétitions au poids de corps, vous allez à l'échec de puissance. Donc par exemple, si votre échec de puissance, c'est 6 reps, vous faites 3 reps lestés avec un 5 RM, directement sans récup, juste en déposant le lest, 6 reps au poids de corps, en cluster. Toutes les reps en cluster, hyper important. Intention de vitesse max sur la montée, 1 seconde de verrouillage haut en haut, et ne pas ralentir l'excentrique. Enfin voilà, si vous êtes dans des conditions de sécurité qui réunissent les conditions, vous sautez de la barre, enfin vous lâchez, vous n'absorbez pas l'excentrique, en fait c'est juste de la fatigue accumulée. Donc voilà, ça c'est un protocole qui marche très très bien, et de toute façon pour tous les protocoles c'est un peu pareil, je le répète de podcast en podcast, mais si c'est vraiment un point sur lequel vous devez travailler, le travailler 2 fois par semaine, c'est excellent. Donc 3 à 4 séries 2 fois par semaine, et voilà, ça suffira largement pour augmenter votre puissance max. Ensuite du coup, pour augmenter son endurance de puissance, là, pour le coup, c'est intéressant de juste faire des séries à l'échec de puissance. Donc si, par exemple, sur votre test, vous vous rendez compte que votre échec de puissance, c'est 6 reps, vous vous dites, OK, je vais faire un nombre inconnu de séries jusqu'à ce que en fait, j'arrive plus à tenir cette endurance de puissance de 6 reps. C'est-à-dire que vous vous dites, OK, je pars pour, entre 3 et 10 séries avec 3 minutes de récup, et vous faites 6 reps, et vous vous arrêtez à 6. Et tant que vos reps sont de vitesse constante et que vous n'avez pas de fatigue, vous continuez en fait tout simplement la séance. Mais souvent la fatigue arrive entre 4 et 6 séries et vous le sentez en fait que vous ralentissez. Et quand vous ralentissez, c'est le moment d'arrêter ce protocole tout simplement. Et pour les temps de repos entre les séries, entre 3 et 5 minutes, ça me paraît être un temps de repos convenable, sachant qu'il y a cette intention de vitesse maximale qui est hyper importante, donc il faut que le système nerveux ait le temps de récupérer, etc. Voilà, tout simplement pour l'endurance de puissance, vraiment pas besoin de plus, tout simplement. Et pour le RFD, du coup, on peut faire soit du jump and catch à 2 bras, donc vous sautez à 2 bras sur une barre et vous essayez de bloquer, et vous faites plusieurs répétitions. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez le faire aussi à un bras en délesté, donc éventuellement vous sautez avec une main qui tient déjà un élastique, et quand vous catchez la barre, du coup vous êtes déjà un peu délesté. Ça peut se faire comme ça. Ça peut aussi se faire à un bras pied au sol, où juste vous allez tracter le plus vite possible, et si jamais vous pouvez décoller du sol, vous vous lestez pour ne pas pouvoir décoller. Voilà, ça peut être aussi un protocole, par exemple 3 à 5 répétitions de 3 secondes, où vraiment vous faites un effort max qui dure 2-3 secondes, et quelques secondes de repos, puis 3, 4, 5 reps. Voilà, ça c'est un protocole qui marche très très bien aussi. Et dans le cas où vous faites un bras après l'autre, prenez un temps de repos divisé par 2, c'est-à-dire au lieu de prendre 5 minutes, vous prenez 2 minutes 30 entre les bras. Ce sera super, comme ça vous avez le temps de récupérer pour les deux. Donc voilà, typiquement 2 protocoles, 3, hyper simples à mettre en place et qui vous aideront, j'espère, à travailler votre puissance, votre endurance de puissance et votre RFD du coup. Et ensuite, du coup, au niveau des antagonistes, alors vous pouvez faire la même démarche, c'est-à-dire vous pouvez faire un profil force-vitesse, soit sur les dips, soit sur le développé couché. Sur les dips, c'est un peu plus galère à mettre en place parce qu'il faut utiliser un setup un peu comme en street lifting. Donc si vous n'avez pas trop d'expérience là-dedans, vous lancez pas là-dedans. Mais par contre, pour le développé couché, c'est beaucoup plus facile de mettre ça en place. Si vous avez un capteur de vitesse, bien sûr. Donc je ne vais pas m'éterniser parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont accès à un capteur de vitesse. Mais sinon, tout ce que vous pouvez faire, c'est juste des pompes claquées. C'est-à-dire que vous allez faire des pompes claquées comme si vous alliez taper dans les mains, mais en fait vous n'allez pas vraiment taper dans les mains, vous allez juste pousser le plus haut possible et rattraper sur les mains, parce qu'en soi le fait de claquer c'est pas hyper intéressant, ce qui est intéressant c'est la vitesse à laquelle vous allez décoller du sol. Donc voilà, tout simplement vous pouvez faire des séries de pompes claquées où vous n'allez pas vraiment claquer dans les mains. Et un peu comme les protocoles précédents, jusqu'à endurance de puissance, c'est-à-dire que si vous êtes capable de faire 5 reps sans décélérer et qu'à la 6e vous décélérez, du coup vous faites par exemple 4, 5, 6 séries de 5 reps jusqu'à ce que vous sentiez la fatigue arriver tout simplement. Donc voilà, pour les antagonistes, vraiment pas besoin de plus. Après, éventuellement sur tout ce qui est développé militaire, etc., pareil, vous pouvez réduire la charge pour être à votre puissance max, pour mettre beaucoup de vitesse, ça peut être intéressant aussi.
Mais voilà, je pense que la puissance antagoniste, on est loin d'un facteur limitant de la performance en escalade, mais ça peut être intéressant à travailler en cycle de puissance justement pour avoir des qualités un peu complètes, parce que sur des moves de jeté, des gros moves explosifs où vous passez par-dessus la prise, les triceps vont rentrer en jeu, et c'est hyper intéressant d'avoir des qualités athlétiques qui sont un peu complètes, tout simplement. Donc voilà, écoutez, pour la partie vraiment purement explicative du podcast sur tout ce qui est puissance bras, RF des bras, c'est un peu tout. Après, je suis pas trop passé sur le côté analytique, on va dire. Donc vraiment en situation sur le mur, quels sont les clues visuelles qui peuvent vous dire que vous manquez de puissance, manquez d'endurance de puissance, etc. Mais ça, du coup, c'est vraiment de l'analyse vidéo. Et filmez-vous le plus possible, regardez-vous, et en fait, vous vous dites, ok, est-ce que je suis à l'échec quand il faut fermer le bras fort pour aller à la prise, et j'arrive à attraper la prise, mais j'arrive pas à fermer le bras, ou alors est-ce que je suis à l'échec au moment où j'attrape la prise, c'est-à-dire que j'arrive à fermer le bras assez vite, j'arrive à envoyer sur la prise, mais au moment où j'arrive sur la prise, soit mon bras il s'ouvre en excentrique, vous manquez de RF des bras, ou de RF des doigts, ou des deux. Enfin voilà, c'est vraiment de l'analyse vidéo peut vous permettre de faire cette analyse sans toute la partie test physique, etc. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire dans l'ordre inverse, c'est-à-dire d'abord faire de l'analyse vidéo, vous dire ok, je pense que je manque de puissance bras, vous faites votre profil force-vitesse, et là vous voyez si effectivement vous manquez de puissance bras ou pas. Mais dans tous les cas, n'oubliez jamais la priorité, la force, parce que la puissance découle de la force, car puissance égale force fois vitesse tout simplement. Puis après, une fois que vous êtes fort et puissant, vous pouvez vous permettre d'être explosif, de travailler vraiment votre explosivité, donc votre RFD. Ça marche vraiment dans cet ordre-là, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas être puissant, et si vous n'êtes pas puissant, c'est rarement le cas, c'est rare d'être explosif quand on n'est pas puissant. C'est vraiment une pyramide, et la base de la pyramide, c'est la force, le milieu, c'est la puissance, et tout en haut, c'est le RFD. Voilà, il faut vraiment voir ça comme un spectre et des fondations, et dites-vous que dans tous les cas, la force sera toujours supérieure, parce que plus vous êtes fort, plus vous êtes puissant et plus vous êtes explosif que quelqu'un qui va avoir des niveaux de force moins élevés. C'est-à-dire que même si un grimpeur qui a 1,4 de ratio en traction est super explosif et super puissant, si vous avez une traction à 1,8, il y a de grandes chances que vous soyez plus puissant et plus explosif que lui, alors que vous êtes juste plus fort en fait et vous n'avez jamais travaillé votre puissance et votre explosivité. Donc voilà, il y a ça aussi par rapport à tout ce qui est temps investi à l'entraînement et retour sur investissement qui est hyper intéressant, et c'est toujours la même chose en fait. On se rend compte que plus on est fort, plus on a de la marge et plus on peut se permettre de faire des choix qui sont stratégiques en termes de prépa physique, etc. Donc selon moi, c'est hyper intéressant. Et du coup, maintenant, je vais passer à la partie réponse aux questions. Donc pour la partie réponse aux questions, je vais commencer par la question de Sam qui me demande à quel point c'est intéressant pour la performance, comment savoir si c'est un facteur limitant. Du coup, je pense que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça se base vraiment sur de l'analyse vidéo ou de la sensation. C'est-à-dire si vous avez la sensation de ne pas être puissant, de ne pas être explosif, etc. Souvent, c'est une sensation que vous avez. Et après, ça peut se confirmer par l'analyse vidéo. Éventuellement, vous envoyez les vidéos à votre coach. Et si jamais vous pouvez vous faire tester par un coach en présentiel, c'est encore mieux. Comme ça, vous faites votre profil force-vitesse, vous testez votre explosivité avec un capteur de force. Et là, vous êtes sûr de connaître vos métriques et de vous dire, ok, là, j'ai l'impression de manquer d'explosivité. Je suis à 1500 newtons par seconde sur les bras. Peut-être que si je passe à 3000, je serai beaucoup mieux dans ma grimpe. Vous vous entraînez pour arriver jusqu'à 3000 par exemple. Enfin là, vraiment, c'est des chiffres que je dis au pif. C'est-à-dire que ça se trouve, c'est des chiffres qui sont vraiment inatteignables. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que si vous augmentez vos métriques et que, si vous identifiez un problème, par exemple, je ne suis pas assez puissant, vous pensez que vous n'êtes pas assez puissant, vous analysez vos vidéos, donc vous analysez votre grimpe et vous analysez des métriques précises, et vous vous entraînez pour améliorer ces métriques, si ça n'a rien changé dans votre grimpe, c'est que c'était pas ça votre facteur limitant, tout simplement. Mais après voilà, pour faire un peu une hiérarchie et répondre vraiment à la question, c'est vraiment pas le plus important pour la performance, dans le sens où la plupart du temps, si vous avez une très bonne force doigt, une très bonne explosivité au niveau des doigts, etc., vous allez réussir à compenser, et c'est vraiment le plus important, c'est tout ce qui est qualité au niveau des doigts. Mais ça reste quand même, selon moi, dans le top 5 des choses les plus importantes en escalade. Donc voilà, il y a les doigts, il y a les bras, il y a le gainage, et après il y a un peu tout le reste. Là je parle vraiment pour les qualités physiques, c'est important aussi que je le reprécise, mais c'est un podcast qui est axé vraiment préparation physique. Je ne vais pas parler de tout ce qui est... peut-être dans le futur, ça c'est intéressant, ça me permet de faire une parenthèse, mais peut-être dans le futur, des épisodes un peu plus axés technique, comment organiser ses séances de grimpe, etc. Pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, je reste vraiment focus sur la partie prépa physique. Donc pour résumer et pour répondre vraiment simplement à ta question, Sam, à quel point c'est important pour la performance?
Ça dépend, mais souvent je dirais que ça doit être allez, top 4, top 5 des facteurs de performance, donc il y a vraiment d'autres choses à travailler avant. Et après, comment savoir si c'est un facteur limitant? Au feeling, c'est-à-dire si tu sens que tu manques de ça, souvent c'est que c'est le cas. Donc d'abord le feeling qui t'amène à avoir l'analyse vidéo, puis par analyse vidéo, tu peux éventuellement te rendre compte des clues que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est ton bras qui n'arrive pas à se fermer? Est-ce que c'est ton bras qui s'ouvre quand tu arrives sur la prise? Voilà, donc tous ces petits tips vidéo. Et ensuite, éventuellement des tests vraiment scientifiques où tu te dis, ok, je teste mon profil force vitesse, mon RF des bras à 90 degrés et je vois un peu si c'est des facteurs limitants. Une fois que ça a progressé, est-ce que dans ma gramme ça a progressé tout simplement? Ensuite, une question un peu plus légère de masse qui me demande Goku ou Vegeta. Alors là, du coup, la honte sur moi parce que j'ai jamais regardé DBZ, donc Dragon Ball Z pour les fans de manga. J'ai jamais regardé, c'est trop la honte, je sais. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais du coup, je peux pas faire de choix. Ensuite, on a la question de Max. Max qui me demande j'arrive à faire plus de 15 tractions, mais j'ai l'impression d'être faible tout de même, pourquoi? Alors du coup, ça c'est intéressant parce que tu vois, si tu reprends le podcast sur la force bras, Max, tu vas te rendre compte que déjà je conseille de monter jusqu'à 20 répétitions au poids de corps en cluster. Donc 15 tractions au poids de corps en cluster, c'est pas une performance incroyable et tu peux encore progresser en termes de nombre de répétitions au poids de corps. Après voilà, tout dépend de tes objectifs, ton niveau actuel, etc. Mais là du coup, comme j'ai pas trop de contexte, en fait 15 reps en traction c'est accessible hyper facilement pour un homme, je parle, parce que du coup là Max j'imagine que t'es un homme. Après pour les femmes c'est un peu différent, c'est plus dur de progresser en traction pour tout ce qui est facteur de masse musculaire, etc. Mais voilà, donc dans ton cas Max, 15 tractions, tu peux encore progresser jusqu'à 20 tractions au poids de corps. Et une fois que tu arrives à ces 20 tractions au poids de corps, là tu peux commencer à te lester. Et en fait, voilà, c'est en progressant sur le lesté que vraiment tu vas gagner en force. Parce que faire beaucoup de reps de traction au poids de corps, c'est plus de l'endurance et c'est pas vraiment de la force max. Et ce qui est un gros facteur limitant dans la performance en escalade, c'est la force max. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Mais pour faire simple, en fait, 15 tractions, c'est pas une performance énorme où tu as vraiment atteint un vrai plateau. C'est vraiment une performance où tu peux encore énormément progresser, que ce soit en nombre de reps, donc pour aller au moins jusqu'à 20 reps, et après en termes de lest sur tes tractions lestées tout simplement. Après du coup on a Bat qui me demande travailler sur un même exercice la force bras / la force doigt ou puissance bras force doigt. En fait là je pense que ce qui est intéressant avec cette question c'est la notion de facteur limitant. Et du coup en fait dans une deuxième question Bat il me demande aussi salut Léo, est-il possible de combiner des exos doigts et bras? Alors là c'est vraiment la notion de facteur limitant qui est hyper intéressante. En fait ce qui est intéressant avec cette question c'est par exemple souvent on va voir des personnes qui vont se diriger vers le panguliche avec des réglettes, je parle pas avec des gros bacs, pour travailler leur force bras, leur explosivité, leur puissance. Enfin en fait, on a l'impression que ça va tout faire en même temps. Mais la plupart du temps, les personnes qui font ça n'ont pas les prérequis pour aller sur le pan, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint les standards de 1,75, etc., dont je parle dans tous les autres podcasts. Donc ils ont plus de chances de se blesser que de progresser en utilisant le pan. Et en fait, le pan, c'est un exo où le facteur limitant va vous limiter. C'est-à-dire que si votre facteur limitant, c'est votre RFD des doigts, en fait, vous avez beau fermer le bras hyper fort, tout ce que vous voulez, quand vous arrivez sur la prise, vous tenez pas parce que votre RF des doigts n'est pas assez élevé. Donc en fait, selon moi, combiner les exercices qui requièrent plusieurs qualités en termes de prépa physique, donc si un exercice requiert de la puissance, de l'explosivité et de la force dans le même exo, en fait, il y a forcément un facteur limitant qui va vous limiter plus qu'un autre et ça va être ça qui va vous empêcher de progresser. Donc en fait, selon moi, c'est toujours mieux d'isoler une qualité et de la travailler spécifiquement, mais par exemple, tu peux travailler les deux dans la même séance. Par exemple, tu peux faire de la force doigt sur des suspensions et de la puissance bras sur des tractions, par exemple. Et juste, tu sépares les deux exercices et tu fais ça vraiment à fond sur les deux exercices séparés. Et là, tu es sûr d'avoir le meilleur gain possible sans avoir de facteur limitant lié à l'un ou à l'autre. Et une question qu'on me pose souvent aussi, ça c'est plus en salle ou quoi, ou quand on me croise, on me pose des fois cette question. Et pareil, c'est la notion de facteur limitant. C'est la question qu'on me pose, c'est est-ce que c'est pas mieux par exemple de faire des tractions lestées sur la réglette de 20 mm? Et en fait, le problème avec ça, c'est que soit c'est votre traction le facteur limitant, soit c'est vos doigts le facteur limitant. Et en fait, si vous êtes capable, je sais pas moi, de tenir 50 kg en suspension, mais que vous êtes capable de tracter 60 kg sur la barre de traction, en fait, comme vous tenez pas plus de 50 kg en suspension, vous ne serez pas capable de tracter plus que 50 kg. Donc dans tous les cas, ce ne sera pas productif pour travailler votre force. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est la notion de facteur limitant. Et dis-toi qu'en général, tu veux travailler qu'une seule qualité par exercice. Donc si un exercice il sollicite et de la puissance et de l'explosivité,
souvent c'est que c'est un mauvais exercice de préparation physique, je parle après dans une optique de progression technique, de situation spécifique à une demande, à un besoin du grimpeur, etc. Ça peut avoir beaucoup de sens. Je dis pas que c'est à jeter à la poubelle toutes ces situations, mais dans une optique purement préparation physique pure et due à ces notions de facteurs limitants, etc., j'aurais tendance à te conseiller de toujours séparer les exercices et de faire un exercice par qualité que tu vas travailler. Après, par contre, les mettre dans la même séance, c'est carrément productif, et juste en respectant les règles que j'énumère dans les autres podcasts, de par exemple pas plus que 10 séries pour de la force dans une séance. Donc tu peux faire, je sais pas, par exemple 5 séries de force en traction, 5 séries de force doigt dans la même séance, c'est carrément productif. Et du coup, bah, c'était tout pour les questions cette fois-ci. Il y en a quelques-unes que j'ai pas forcément citées parce que au final c'est des choses que j'ai déjà dites plus haut dans le podcast, donc ça aurait été beaucoup de redites. Je me suis rendu compte de ça aussi sur l'épisode précédent. Donc il y avait beaucoup de redites et j'ai préféré me focaliser sur 2-3 questions là où vraiment c'était hyper important de rentrer en détail, notamment sur cette notion de facteur limitant. Du coup je vais être beaucoup plus bref sur l'intro cette fois-ci. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, que si vous êtes sur YouTube, sur Spotify, etc. 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, hyper important aussi pour tout ce qui est référencement. Moi, ça me soutient énormément, ça permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre de grimpeurs possible. Et moi, mon but en tant que coach, c'est vraiment d'aider le plus de pratiquants possible à progresser, peu importe leur niveau. Donc en fait ça me régale si vous partagez ça à des amis à vous qui aiment s'entraîner, qui ont à cœur de progresser en escalade. Et si vraiment vous avez à cœur de progresser en escalade, n'hésitez pas à réserver un appel pour un entretien avec moi, pour un suivi en coaching dans ma bio sur Instagram. Je précise que cet appel est totalement gratuit, qu'il n'engage à rien, et que voilà, durant cet appel on fait connaissance, j'essaye de comprendre un peu tes problématiques du moment, tes facteurs limitants, et je te montre concrètement comment moi je peux t'aider en tant que coach à résoudre ces problématiques pour te faire progresser, tout simplement. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de rendre aussi à la communauté qui me soutient. J'ai pas encore choisi le sujet du prochain flash, donc là pour le coup, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, ça sortira également dans 2 semaines. J'essaye vraiment de tenir ce rythme d'un podcast toutes les 2 semaines. Pour les épisodes flash, je parle, et après pour les interviews, ça va arriver très très vite. Il y a du contenu qui va arriver début août, enfin je filme début août, et je pense que ça sortira du coup début septembre pour tout ce qui est interview, et en fait là aussi je vais pouvoir avoir beaucoup plus de temps libre par rapport au coaching, etc. Donc je vais pouvoir aller aussi en déplacement, rencontrer des coachs, rencontrer des kinés, des athlètes, voilà, vraiment avoir des interviews de qualité, et tout ça du coup c'est grâce à votre soutien, grâce à votre intérêt pour le podcast, parce que si vous écoutez pas, du coup il n'y a aucun intérêt à faire ce que je fais, et comme en fait vous me le rendez bien, moi ça me régale en fait tout simplement, et ça, partager mon expérience, etc., vous faire progresser, que ce soit via mes podcasts, via mes coachings, en fait moi c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me donne la flamme de me réveiller un peu tous les matins, c'est de me dire que ce que je fais, ça sert à faire progresser des personnes, que ce soit dans leur grimpe, dans leur pratique, à ne plus avoir de douleur, etc. Enfin voilà, c'est que du positif, et je vous souhaite du coup une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, et je vous dis ciao pour le prochain épisode.